Bien, on va reprendre. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît, pour cette dernière session de la journée, qui est une session technique et qui va vous présenter dans le détail quelque chose dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Ce sont les nouvelles classes de danger qui ont été introduites dans le règlement CLP l'année dernière, qui concernent les perturbateurs endocriniens et les substances persistantes bioaccumulables et mobiles pour l'environnement. Et je vais tout de suite laisser la parole à Maïna Brémaud du Bureau des produits chimiques de la DGPR qui va vous présenter les grandes lignes de ces évolutions. Rebonjour à tous. Donc, ce sera très rapide de mon côté, juste un rapide rappel du contexte et notamment des délais de transition pour l'application de ces nouvelles classes de danger. Et ensuite, je laisserai la parole aux collègues pour la partie plus technique. Donc, comme vous l'auriez compris, comme on l'a déjà rappelé en introduction, la révision du règlement CLP s'est faite un peu en deux temps, avec ce gros paquet donc, de révision qui est passé par procédure législative ordinaire. Et puis, on avait donc cette autre modification qui s'est faite par acte délégué, donc un petit peu en amont de la procédure législative ordinaire, pour introduire les nouvelles classes de danger. Donc cet acte délégué, il a été discuté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, entre donc, les différentes parties prenantes, les autorités, pour réussir à aboutir à des critères donc, de nouvelles classes de danger pertinentes dans le cadre du règlement CLP. Et donc, on a abouti à un acte délégué adopté par la Commission européenne le 19 décembre 2022 pour introduire donc, les classes de danger de perturbations endocriniennes, à la fois pour la santé humaine et pour l'environnement, mais aussi donc, les propriétés de persistance de bioaccumulation et toxicité, et les propriétés très persistantes, très bioaccumulables, mais également les propriétés persistantes, mobiles et toxiques, et très persistantes et très mobiles. Donc cet acte délégué, il a été publié et entré en vigueur le 20 avril 2023. Donc ça fait déjà plus d'un an déjà qu'on a ces nouvelles classes de danger. Donc c'est le fameux règlement délégué 2023-707 de la Commission. Et donc c'est uniquement des modifications qui ont été introduites dans les annexes du règlement CLP, tout particulièrement l'annexe 1 relative aux critères de classification. Donc on a aussi quelques ajustements dans les autres annexes, mais juste pour tenir compte de ces nouvelles classes de danger. Donc ici, à l'écran, vous trouverez les nouvelles mentions de danger correspondantes. Donc on reviendra en détail sur la différence entre les différentes catégories, mais donc vous voyez qu'on a des mentions EIH accordées à chacune des nouvelles classes de danger, et avec les mentions de danger correspondantes. Donc on a des catégories 1 et 2 pour les perturbateurs endocriniens, que ce soit santé humaine ou environnement, et ensuite les PBT VPVB et les PMT VPVM. À savoir qu'à ce jour, on n'a pas pu introduire dans le règlement CLP, on n'a pas introduit de pictogramme, contrairement aux autres classes de danger, mais que c'est quelque chose qui est en cours de discussion à un niveau donc beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau international, dans le cadre du système général harmonisé. Donc, on suit ces discussions de près côté France. La Commission est également fortement impliquée sur ces sujets-là et on espère pouvoir aboutir le plus rapidement possible à une harmonisation également au niveau international sur ces nouvelles classes de danger. Un point important qu'on voulait vous partager aujourd'hui, j'imagine que vous avez déjà tous eu cette information-là, mais les périodes transitoires qui ont été proposées par la Commission sont celles qui sont affichées donc, à l'écran. Donc on va avoir une différence d'application en fonction donc, du produit mis sur le marché, que ce soit une substance ou un mélange. Donc dans le cadre des substances, pour les substances qui sont mises sur le marché avant le 1er mai 2025, le délai sera à compter du 1er novembre 2026. Et pour les substances mises sur le marché après le 1er mai 2025, une application au 1er mai 2025, simplement. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer d'ores et déjà à le faire sur une base volontaire. Pour les mélanges, un petit décalage supplémentaire. Donc les mélanges mis sur le marché avant le 1er mai 2026
ce sera une application au 1er novembre 2028. Et pour les mélanges mis sur le marché après le 1er mai 2026, une application au 1er mai 2026, simplement. Donc ça, c'est vraiment sur la classification, vous, en tant que metteur sur le marché, à savoir que nous, côté autorité, bien entendu, on a déjà engagé des travaux pour proposer, par exemple, des dossiers de classification sur ces nouvelles classes de danger, puisque nous, on ne bénéficie pas de cette période transitoire. On peut d'ores et déjà commencer à appliquer ces nouvelles classes de danger. Néanmoins, on était quand même un tout petit peu limité dans ces travaux, puisqu'on était dans l'attente d'un guide de l'ECA pour s'assurer d'avoir la bonne interprétation donc, de ces critères, la bonne application de ces critères. Et donc, ce guide de l'ECA ont été mis à jour en novembre de cette année pour clarifier donc, les critères liés à la perturbation endocrinienne et aussi aux nouvelles classes de danger environnement, donc persistance, bioaccumulation et mobilité dans l'environnement. Donc, voilà, juste pour finir, ces guides vont vous être, donc le contenu de ces guides vont vous être présentés par nos collègues experts à l'ANSES, et à savoir que ces guides vont sûrement faire l'objet de nouvelles mises à jour régulières en fonction du retour d'expérience que l'on pourra avoir. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on va avoir un résumé détaillé du contenu de ces guides qui sont très fournis. Et nous avons avec nous aujourd'hui 2 experts de l'ANSES, une toxicologue, donc Karine Angéli, qui va débuter, et puis ensuite Karen Bourga sur la partie plutôt écotoxicologie. Donc, merci Pierre et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la partie perturbation endocrinienne, que ce soit pour la santé humaine et également dans l'environnement. Et puis après, Karen présentera les autres nouvelles classes de danger. Je vais commencer par quelques définitions telles que rapportées donc, dans le règlement délégué du CLP, donc, qui concerne à la fois la santé humaine et l'environnement. Donc, en premier lieu, un perturbateur endocrinien désigne une substance ou un mélange altérant une ou plusieurs fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets néfastes sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des populations ou sous-populations. Et cette définition, en fait, reprend la définition de l'OMS telle que définie en 2002. La perturbation endocrinienne désigne l'altération d'une ou plusieurs fonctions du système endocrinien causée par un perturbateur endocrinien. Et l'activité endocrinienne désigne une interaction avec un système endocrinien susceptible d'entraîner une réponse de ce système d'organes cibles ou de tissus cibles et qui confère à une substance ou un mélange le potentiel d'altérer une ou plusieurs fonctions du système endocrinien. En fait, l'activité endocrinienne consiste à une substance, la capacité d'une substance à interagir avec, par exemple, un récepteur oestrogénique. L'effet néfaste, quant à lui, désigne un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou de la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une population ou sous-population qui se traduit par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité à d'autres influences. Et enfin, une troisième définition importante donc, pour l'évaluation des effets de perturbation endocrinienne est le lien biologiquement plausible qui désigne la corrélation entre une activité endocrinienne et un effet néfaste et est basé sur des processus biologiques lorsque la corrélation est cohérente avec les connaissances scientifiques existantes. Et il est notamment établi par une analyse d'un mode d'action. Donc là, ce sont les critères concernant la classification en tant que perturbateur endocrinien pour la santé humaine. Donc, sur la base de données relatives à l'être humain ou des données expérimentales sur animaux, ou enfin sur des données non relatives aux animaux, mais qui fournissent une capacité prédictive équivalente aux données, donc aux données humaines ou aux données sur animaux. Il est montré que ces données apportent la preuve que la substance réunit les 3 critères suivants, donc à la fois une activité endocrinienne, des effets néfastes sur un organisme intact ou sa descendance ou les générations futures, et enfin un lien biologique plausible entre l'activité endocrinienne et l'effet néfaste.
Il est néanmoins mentionné donc, que s'il y a des données qui mettent en doute la pertinence du lien biologique plausible chez l'être humain, la classification dans la catégorie 2 sera peut-être plus appropriée. Pour ce qui est de la catégorie 2, c'est à peu près les mêmes critères, sauf que la détermination de la force probante pour les différents éléments à considérer n'est pas suffisamment convaincante pour classer la substance en catégorie 1, et de fait, elle est classée en catégorie 2. Concernant les données à prendre en considération, les données à la fois prédictives des effets néfastes de l'activité endocrinienne ou du lien biologiquement plausible chez l'homme ou l'animal, elles seront donc, comme cité précédemment, soit des données humaines comme des données épidémiologiques, des études in vivo, donc selon des lignes directrices OCDE qui sont spécifiquement dédiées à identifier les propriétés de perturbation endocrinienne des substances chimiques, ou aussi également sur la base de toutes les publications publiées dans la littérature scientifique. Également à prendre en considération les données in vitro, in silico, le regroupement et les références croisées, notamment si les données sur la substance considérée sont rares, et ainsi que toute autre donnée scientifique pertinente et acceptable. Pour ce qui est des lignes directrices d'intérêt pour identifier les propriétés de perturbations endocriniennes, il y a le cadre conceptuel de l'OCDE qui répertorie toutes les lignes directrices de l'OCDE pour les essais et les méthodes d'essais standardisées qui sont actuellement disponibles et qui sont mises à jour, et ce, à la fois pour les tests pertinents pour la santé humaine, mais également les tests pour les propriétés de perturbations endocriniennes dans l'environnement. Également, il y a également 2 documents guides qui sont particulièrement d'intérêt. Le document guide ECA-EFSA qui était de 2018 dédié à l'identification des propriétés de perturbations endocriniennes des substances phytopharmaceutiques et biocides, et ainsi que le document guide 150 de l'OCDE également dédié aux tests et à l'évaluation des produits chimiques, des propriétés de perturbations endocriniennes des produits chimiques. Et à savoir que le guide CLP de l'ECA se fonde pour une partie conséquence sur ces 2 documents guides antérieurs. Donc, pour ce qui est de la base de la classification, concernant l'évaluation des données renseignant les effets néfastes, il faut savoir que les tests ainsi que les documents guides portent principalement sur des effets provoqués par des modalités endocriniennes que sont la modalité œstrogénique, androgénique, de stéroïdogénèse et thyroïdienne. Or, les critères PE selon CLP s'appliquent à toutes les modalités endocriniennes, que ce soit les modalités EATS, mais également non EATS. Et donc, concernant les modalités EATS, le guide CLP reprend la catégorisation des paramètres tels qu'établis dans les documents guides antérieurs précités, et notamment en différenciant 2 types de paramètres. Les paramètres appelés EATS médiés, c'est des paramètres qui sont donc investigués dans les études in vivo et qui renseignent donc l'effet néfaste, mais sont également considérés comme indicatifs d'un mode d'action EATS, en raison de la nature de l'effet et des connaissances scientifiques existantes. Ils permettent de fait de conclure à la fois sur l'observation d'un effet néfaste, mais également d'un mécanisme EATS sous-jacent in vivo. Ce sera par exemple le cas d'hyperplasie folliculaire de la thyroïde, qui à la fois est considéré comme un effet néfaste, mais qui également présuppose une activité endocrinienne de modalité thyroïde. Et les autres types de paramètres sont les paramètres sensibles mais non diagnostiques de ATS qui contribuent à l'évaluation des effets néfastes mais ne sont pas considérés à eux seuls comme un diagnostic d'une modalité EATS, tels que par exemple dans les études générationnelles, la taille des portées ou des effets neurodéveloppementaux. Pour investiguer l'activité endocrinienne, là, cela repose sur des données à la fois mécanistiques, qu'elles soient in vitro, in vivo ou encore des approches in silico. Et enfin, pour l'analyse du mode d'action et du lien biologique plausible entre l'activité endocrinienne et l'effet néfaste,
Il faut savoir que dans le document guide différencie 2 niveaux d'analyse du mode d'action en fonction des paramètres affectés. Si les effets néfastes sont fondés essentiellement sur des paramètres ATS et ou s'il existe un adverse outcome pathway validé par l'OCDE, qui donc le lien biologique est considéré plausible par essence sur la base des connaissances scientifiques actuelles et de fait, une analyse du mode d'action approfondie ne sera pas nécessaire. En revanche, si les effets néfastes sont fondés sur des paramètres sensibles mais non diagnostiques de ATS, ou encore si les effets néfastes relèvent d'une autre modalité, autre que ATS, dans ce cas-là, une analyse détaillée du mode d'action postulé et de sa plausibilité biologique sera nécessaire avec, dans le document guide CLP, il fait référence à la section 3.5 du doc guide EK-EFSA de 2018 pour comment postuler un mode d'action et comment l'évaluer, et ainsi qu'en prenant notamment en compte les critères de Bradford-Hill modifiés pour étayer la causalité. Si par ailleurs d'autres effets sont observés concomitamment aux effets de perturbation endocrinienne, alors une analyse comparée des modes d'action s'avère nécessaire. Donc pour décider sur la classification, la décision repose sur l'évaluation de la force probante et sur la base d'un jugement d'expert pour chacun des éléments, donc l'activité endocrinienne, l'effet néfaste et le lien biologique plausible entre les deux, et ainsi qu'une appréciation globale. Et il conviendra notamment d'avoir une approche en pondérant et en intégrant les différents éléments de preuve, en tenant compte notamment de la qualité, de la fiabilité des données, de la pertinence des données, notamment sur les doses, les fenêtres d'exposition, les paramètres investigués, ainsi que la cohérence des résultats au sein d'une étude et au travers des différentes études. Enfin, bien sûr, de prendre en considération les éventuels biais et facteurs confondants. Donc, pour conclure, la classification, la proposition de classification repose sur une analyse de la force probante. Si celle-ci est considérée comme suffisamment convaincante, alors la substance sera classée en catégorie 1. Si elle s'avère moins convaincante, une catégorie 2 sera plus appropriée. Savoir que dans le guide CLP, pour l'instant, on a des exemples pour une catégorie 1, mais le guide ne propose pas d'exemple pour la catégorie 2, car il semble qu'il n'y ait pas eu de consensus au cours des différentes phases de commentaires voilà. Juste un dernier point, bon, c'est peut-être anecdotique, mais si lorsqu'il y a vraiment un profil d'effet qui peut relever avec des paramètres affectés EAS, par exemple, mais on ne peut pas différencier s'il s'agit d'une modalité oestrogénique ou anti-androgénique ou stéroïdogénèse du fait des interactions entre les différentes modalités. Cela n'empêche pas une classification, même si on n'a pas le mode d'action spécifiquement... un mode d'action anti-androgénique, par exemple, par rapport au oestrogénique, alors on peut suspecter l'un ou l'autre. Pour ce qui est des décisions pour ne pas classer, donc une substance ne sera pas classée s'il n'y a pas d'effet néfaste, s'il n'y a pas d'activité endocrinienne ou d'effet néfaste indicatif d'une activité endocrinienne, c'est-à-dire qu'aucun des paramètres considérés EATS médiés ne sont pas altérés, que le lien biologique n'est pas établi, et enfin, dans le cas de présence d'une toxicité générale excessive, mais vraiment excessive, avec des prostrations, ou si les effets PE ne sont observés qu'à des doses entraînant une prostration ou une mortalité importante. Si les effets PE sont observés en présence d'autres effets toxiques, mais qui ne sont pas considérés comme excessifs, là, comme mentionné précédemment, une analyse comparée de la vraisemblance des modes d'action, c'est-à-dire mode d'action endocrinien versus mode d'action non endocrinien secondaire à ces potentiels autres effets toxiques, et que le mode d'action non endocrinien est considéré comme le plus probable, alors une classification n'est pas justifiée. Et enfin, si les données montrent de manière concluante que les effets néfastes ne sont pas pertinents pour l'être humain, dans ce cas-là, une classification ne sera pas non plus appropriée. Si les données recueillies le permettent, des limites de concentration spécifiques sont établies en suivant les procédures similaires à celles mises en œuvre dans d'autres classes de danger, carcinogénicité, reprotoxicité ou toxicité spécifique pour certains organes cibles.
Pour la thyroïde, il y a quelques considérations spécifiques mentionnées dans le document guide, donc notamment que tous les modes d'action liés à la thyroïde sont pertinents pour les humains et pertinents pour la classification par défaut. La classification est justifiée lorsque le profil des effets liés à la glande thyroïde qui sont observés conduisent à la conclusion globale d'un effet néfaste. Lorsque les effets néfastes sont observés sur la glande thyroïde, des informations mécanistiques supplémentaires ne sont pas nécessairement requises pour répondre aux critères PE. C'est un exemple donc du fait que les effets T médiés sont considérés comme informatifs aussi de l'activité via cette modalité. Et enfin, les effets neurodéveloppementaux sont considérés comme pertinents pour la classification s'ils sont médiés par une activité endocrinienne. Donc, je vais passer à la classification des mélanges. Ce sera beaucoup plus court. Il s'agit d'une seule slide. Et donc, là, vous avez donc, les concentrations génériques qui déterminent la classification du mélange, qui sera donc classé en tant que perturbateur endocrinien de catégorie 1 pour la santé humaine, donc s'il contient au moins une substance à une teneur supérieure ou égale à 0,1%. Et pour la catégorie 2, la limite de concentration générique est de 1%. Donc la classification des mélanges se fait par calcul, c'est le même concept que pour les CMR. Si jamais il y a des données sur le mélange lui-même qui entraîneraient une classification, dans ce cas-là, elles seront prises en compte. Si cette classification n'est pas obtenue à partir de la composition du mélange et des classifications des substances qui le constituent. Si des limites de concentration spécifiques ont été établies, bien évidemment, elles remplacent la limite de concentration générique. Et enfin, le concept d'additivité peut être considéré si des substances qui entrent dans la composition du mélange ont une cible identique. Donc, je vais passer à la perturbation endocrinienne dans l'environnement. Donc, on retrouve au niveau des critères, ça ressemble beaucoup aux critères pour la santé humaine, mais la grande différence, les données sont soit des données sur animaux, soit des données non relatives aux animaux, mais qui fournissent une capacité de prédiction similaire. On a les 3 éléments qui doivent être étayés, l'activité endocrinienne, l'effet néfaste et un lien biologique entre les deux. Et le fait que si jamais il y a des doutes quant à la pertinence des effets néfastes identifiés au niveau des populations et des sous-populations, dans ce cas-là, la catégorie 2 sera plus appropriée. Et sinon, pareillement que pour les effets pour la santé humaine, la catégorie 2 est essentiellement préférée si l'évaluation de la force probante n'est pas suffisamment considérée comme suffisamment convaincante. Dans ce cas-là, on choisira plutôt une catégorie 2. À savoir, les classifications PE pour l'environnement et pour la santé humaine sont indépendantes et une substance peut être classée pour l'un ou l'autre, voire classée et pour la santé humaine et pour l'environnement, mais dans des catégories différentes. Pour les données à considérer, là encore, il s'agit du même type, donc à la fois des données vivo, vitro, in silico, voire des regroupements et des références croisées en l'absence de données pertinentes sur la substance elle-même. Et comme dit précédemment, le cadre conceptuel de l'OCDE fournit également tous les tests validés, les méthodes standardisées pour les essais relatifs à la perturbation endocrinienne dans l'environnement. Pareillement, le document guide CLP se repose sur les documents guides préalables FSAIK et de l'OCDE. Les taxons à considérer en premier lieu, il y a un focus principal sur les vertébrés, poissons et amphibiens, mais des données sur oiseaux, reptiles et invertébrés peuvent être également considérées pertinentes au cas par cas. Et enfin, les données sur mammifères doivent également être prises en considération dans une approche holistique. Donc, sur l'évaluation des données renseignant les effets néfastes, je ne vais pas le répéter, mais c'est exactement la même chose. Il y a des paramètres EATS médiés qui sont définis
préalablement dans les documents guides EFSA-EK et le document guide OCDE 150 et qui sont repris donc dans le document guide de CLP de 2024 de l'ECA. La grande différence, c'est donc que l'effet néfaste observé doit être pertinent au niveau des populations ou sous-populations. Et c'est le cas notamment des effets sur la croissance, le développement et la reproduction, également les effets sur le comportement qui affectent la population. Mais par ailleurs, des effets dans les études mammifères peuvent être pertinents pour une classification pour la santé humaine, mais peuvent ne pas l'être en l'absence d'impact au niveau populationnel pour une classification PE dans l'environnement. L'évaluation de l'activité endocrinienne repose sur des données mécanistiques in vitro, in vivo et in silico. Et comme pour la santé humaine, il convient d'établir le lien biologique entre l'activité endocrinienne et les effets néfastes, et là encore avec une différenciation selon le type d'effet néfaste observé, s'il repose sur des paramètres EATS médiés. Dans ce cas-là, le lien biologique est considéré comme intrinsèque. S'il repose sur des effets non sensibles mais non diagnostiques de ATS ou sur une autre modalité endocrinienne, dans ce cas-là, une analyse détaillée du mode d'action et sa plausibilité biologique doit être étayée. Là encore, la décision de classification repose sur l'évaluation de la force probante sur la base d'un jugement d'expert et pour chacun des éléments, ainsi que sur une appréciation globale avec, là encore, la prise en compte des différents éléments de preuve en les pondérant en fonction des différents facteurs comme la qualité, la fiabilité des données, la pertinence des données, la cohérence des résultats et en prenant en compte des biais et des potentiels biais et facteurs confondants. Et là encore, la catégorisation se fait sur le fait que la force probante est jugée comme suffisamment convaincante ou moins convaincante. Et là encore, le guide ne propose pas d'exemple en l'absence de consensus pour la catégorie 2. Donc, une substance ne sera pas classée comme PE dans l'environnement s'il n'y a pas d'effet néfaste au niveau populationnel identifié, s'il n'y a pas d'activité endocrinienne ou d'effet néfaste indicatif d'une activité endocrinienne, si le lien biologique plausible n'est pas établi, également si les effets PE sont observés uniquement en présence de toxicité générale excessive et comme précédemment, si les effets PE sont observés en présence d'autres effets toxiques, alors là, une analyse comparée de la vraisemblance des modes d'action doit être réalisée. Là, vous avez un tableau, donc ça concerne uniquement si les effets néfastes sont observés dans des organismes aquatiques, et donc vous avez les limites de concentration spécifiques selon les NOAEC ou les EC10 concernant l'effet néfaste. Là encore, il y a quelques considérations spécifiques pour la modalité thyroïde. Donc, en ce qui concerne les données sur les mammifères, les effets histopathologiques thyroïdiens observés chez le rat sont pertinents au niveau populationnel s'ils sont associés à une altération de la croissance et ou du développement ou de la reproduction. Si d'autres effets potentiels liés au même mode d'action n'ont pas été étudiés, donc si on a des effets histopathologiques, mais c'est une étude de toxicité répétée, on n'a pas de données sur le développement et la reproduction, la pertinence pour la population ne peut pas être exclue. Et concernant les données sur les amphibiens, pardon, la pertinence pour la population d'effets histopathologiques thyroïdiens ne peut être exclue que si les effets sur le développement ont été étudiés, mais qu'aucun effet concomitant n'a été observé. Et par ailleurs, les changements développementaux chez les amphibiens sont considérés pertinents pour la population, même si l'examen histopathologique de la thyroïde n'a pas été réalisé. Et là, donc, pour la classification des mélanges pour la perturbation endocrinienne dans l'environnement, les mêmes valeurs, les mêmes limites de concentration générique s'appliquent, donc 0,1% pour la catégorie 1 et 1% pour la catégorie 2. Et là encore, si des limites de concentration spécifiques ont été établies pour la substance, dans ce cas-là, elle remplace la limite de concentration générique. Et je vais passer...
bonjour à tous. Je vais vous présenter les volets PVT et PMT. Je vais commencer par quelques éléments de contexte. En fait, les guides CLP pour l'application des critères nous font un rappel que finalement, les évaluations PVT, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis plus de 30 ans d'expérience dans le monde, les autorités réglementaires évaluent les substances liées aux propriétés PVT et VPPV. En Europe, les évaluations PVT et VPPV sont précisément définies dans le règlement des produits chimiques REACH, biocides et produits phytopharmaceutiques. Et puis, l'expérience et les connaissances scientifiques accumulées en matière d'évaluation de ces propriétés, la nécessité de protéger l'environnement contre les substances SVHC aux substances extrêmement préoccupantes, ont incité la Commission européenne à proposer l'introduction des nouvelles classes de danger dans le règlement CLP, avec l'objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Comme il avait mentionné Maïna, il n'a pas de reconnaissance au niveau international, c'est-à-dire un système général harmonisé, mais des discussions sont en cours pour l'inclusion des nouvelles classes de danger. Les guides ECA sur l'application des critères pour les volets PVT et VPVV se reposent notamment sur les guides ECA chapitre R11, que cette guide elle a été mise à jour en décembre 2023, c'était la dernière publication. Et du coup, la guide CLP reprend les éléments de cette guide R11, mais il prend en compte également les chapitres R7 ABC et également des guides de l'EFSA. À savoir que cette guide CLP, il va nous mettre dans sa première position, on va dire, les éléments clés qui vont nous permettre de classer la substance PVT ou VPPV, mais également prendre en compte, il nous informe aussi les informations qui peuvent être utilisées dans son approche poids de l'évidence. Concernant les propriétés PVT, déjà, une substance pour qu'il soit classé PVT, il faut qu'il remplisse les 3 volets, c'est-à-dire il doit remplir les critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité. Et pour qu'une substance soit identifiée comme BPPV, il doit remplir les critères de très persistance et très bioaccumulable. Concernant la classification des mélanges, un mélange est classé étant que PVT ou VPPV lorsque moins un composant contenu dans ces mélanges est classé respectivement étant que PVT ou VPPV et il est présent à la limite de 0,1% ou à un niveau supérieur. Concernant la persistance, en fait, l'évaluation de la persistance repose sur la demi-vie de dégradation des substances. Vous verrez dans le tableau les valeurs seuil des demi-vie de dégradation pour identifier la substance comme persistante. Et puis, dans l'autre colonne, pour identifier la substance comme très persistante. Et vous verrez que nous avons des valeurs seules pour chaque compartiment de l'environnement, soit l'eau, sédiments ou sol. Donc, une substance est considérée comme remplissant les critères BPVV lorsque l'une des conditions qui sont montrées dans le tableau est remplie. Les résultats de ces simulations de dégradation sont pris en compte. C'est vraiment les informations clés qui vont nous permettre de comparer ces résultats avec les critères de persistance. Mais des autres informations, comme les informations des études de dégradation sur le terrain, aussi, il peut être considéré et comparé pour les critères de persistance. Les règlements délégués nous indiquent également que des études de surveillance peuvent être utilisées dans l'évaluation de la persistance des substances. Des autres éléments à considérer, c'est comme les essais de biodégradation facile, des essais de biodégradation facile améliorés, également des essais de biodégradabilité intrinsèque. On peut utiliser des données des modèles de biodégradation comme des QSAR. Vous verrez à droite les modèles qu'on utilise comme d'habitude, c'est les modèles BioWin qui étaient développés par la USC EPA. On utilise également des autres transformations qui nous permettent de comprendre en fait les devenirs de la substance de l'environnement, comme la dégradation abiotique. Des informations sur les structures de la substance aussi nous permet d'avoir des éléments pour savoir comment se comportent ces substances. Et des informations sur des substances analogues également sont prises en compte dans l'évaluation. Concernant la bioaccumulation,
une substance est considérée comme remplissant les critères de bioaccumulation lorsque le facteur de bioconcentration chez les espèces aquatiques est supérieur à 2000, et une substance est considérée comme très bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration chez les espèces aquatiques est supérieur à 5000. Quand on parle des espèces aquatiques, ça ne veut pas dire que c'est exclusif aux poissons. Des autres organismes aquatiques sont pris en compte pour l'évaluation de la bioaccumulation. C'est vraiment une question qui revient toujours sur les espèces aquatiques à considérer. Pour étudier ou pour évaluer les propriétés des bioaccumulations ou très bioaccumulations, on utilise des études de bioconcentration ou bioaccumulation chez les espèces aquatiques. Les règlements délégués ils nous donnent toute une liste des informations qui aussi ils peuvent être considérées dans l'évaluation de la bioaccumulation, comme les études de bioaccumulation chez les espèces terrestres, les données de toxicocinétiques, les données de biomonitoring, des données de présence des substances dans les biotas, en incluant les espèces qui sont vraiment au bout de la chaîne trophique. Les informations de toxicité chronique chez les animaux, des informations sur la capacité de biomagnification de la substance dans la chaîne alimentaire, si possible par des facteurs de bioamplification ou BMF, ou des facteurs d'amplification trophique ou TMF. Des autres informations qui sont également utiles, ce sont les études in vitro avec des cellules de poissons, des modèles QSAR qui nous permettent d'estimer des facteurs de bioconcentration, les coefficients de partage octanol-LO et le coefficient de partage octanol-R. Sous la toxicité, une substance est considérée comme remplissant les critères de toxicité dans l'un des cas suivants. Si on observe une concentration sans effet observée à long terme où la valeur de CE10 pour les organismes marins ou d'eau douce est inférieure à 0,01 mg par litre, ou si la substance remplit les critères de cancérogène 1A ou 1B, mutagène sur les cellules germinales catégorie 1A ou 1B, ou toxique pour la reproduction catégorie 1A, 1B ou 2. Ou si la substance peut être classée comme STOT-RE, catégorie 1 ou 2, et bien sûr, si la substance est classée comme perturbateur endocrinien, soit pour la santé humaine ou pour l'environnement, catégorie 1. Pour l'évaluation des propriétés T, les règlements délégués nous donnent également la liste des informations qui peuvent être utiles pour identifier la substance comme T. On utilise les données de toxicité à long terme sur les invertébrés aquatiques, sur les poissons, les études d'inhibition de croissance sur les algues ou les plantes aquatiques. Si la substance remplit les critères de classement pour la santé humaine, comme je citais il y a un instant. Si la substance également remplit les critères de perturbateur endocrinien santé humaine ou environnement catégorie 1. Il indique également que c'est possible d'utiliser les résultats des toxicités à long terme sur les organismes terrestres, les invertébrés et les plantes, et également les résultats de toxicité à long terme sur les organismes présents dans les sédiments, et les résultats d'essais de toxicité à long terme de toxicité pour la reproduction chez les oiseaux. Une petite mention sur les organismes terrestres. Il faut savoir qu'on n'a pas de seuil de toxicité pour les organismes terrestres. Et les guides nous donnent une alternative pour essayer de rapprocher les données de toxicité terrestre pour les comparer aux valeurs seules de toxicité aquatique. C'est ce qu'on appelle la méthode EPM. Mais cette méthode n'est pas applicable pour les abeilles ou pour les organismes non cibles. Et du coup, il y a toujours des discussions pour essayer de développer des critères de toxicité terrestre. En fait, il y a une volonté européenne pour le développement de ces critères. Et puis l'idée de cette guide CLP, c'est vraiment de laisser la porte ouverte pour qu'au moment venu qu'on aura des critères, ils peuvent être introduits plus facilement dans le CLP. Voici un schéma qui est vraiment extrait du guide CLP. C'est les schémas décisionnels pour classer la substance comme VPVT ou VPVV. C'est important à retenir, c'est que si l'un des critères P, B ou T n'est pas rempli, la substance n'est pas classée comme PVT. C'est la même philosophie pour les VPVV. Si la substance remplit les critères, bien sûr, une classification PVT ou VPVV est justifiée.
sur les PMT et les PVM, c'est ça qui va suivre vraiment la même philosophie que pour les PVT. Il faut savoir que pour les PMT ou les PVM, ils ne sont pas précisément définis dans le règlement des produits chimiques, ni REACH, ni biocides, ni produits phytopharmaceutiques. Sous REACH, c'est des substances avec des propriétés PMT ou VPVM ont été réglementées via l'article 57F de SVHC. C'est l'exemple des substances comme le dioxane et la mélamine. La problématique avec les substances PMT ou VPVM, c'est qu'ils atteignent souvent les ressources en eau, inclus l'eau potable. Elles ne sont que partiellement éliminées par le processus de traitement des eaux usées et de l'eau potable. Et elles peuvent se propager sur de longues distances et provoquer des expositions environnementales qui sont difficilement réversibles. Donc, la Commission européenne a proposé justement d'inclure ces nouvelles classes de dangers dans le système CLP pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et l'environnement, en particulier ce qui concerne les compartiments eau, y compris l'eau potable. Et comme il avait été mentionné il y a un instant, il n'y a pas de reconnaissance au niveau international, c'est-à-dire au niveau GHS, mais les discussions sont en cours, ils sont avancées. Comme je vous ai dit, c'est la même philosophie qu'on applique comme pour les substances PVT, c'est-à-dire une substance pour qu'elle soit classée comme PMT doit remplir les critères de persistance, de mobilité et toxicité, à savoir que les critères de persistance et de toxicité pour PMT sont les mêmes par rapport au PVT. Et pour qu'une substance soit classée comme VPVM, il doit remplir les critères de très persistance et très mobile. Les critères de très persistance sont les mêmes que les très persistance de VPVV. Concernant la mobilité, l'évaluation de la mobilité se repose sur sa capacité d'absorption, en fait, sur la matière organique, sur les particules. Et, il est traduit par le coefficient carbone organique O. Et les critères indiquent qu'une substance est considérée comme remplissant les critères de mobilité lorsque l'ordre de KOC est inférieur à 3. Il y a une petite mention pour les substances ionissables. Les critères de mobilité est considéré comme rempli lorsque la valeur de l'ordre KOC, la plus faible pour un pH compris entre 4 et 9, est inférieure à 3. Et une substance est considérée comme remplissant les critères de très mobile lorsque l'ordre de KOC est inférieur à 2. Et nous avons la même pratique pour les substances ionisables. Il faut prendre en compte les pH, il faut qu'elles soient entre 4 et 9. La valeur plus faible va être comparée avec les critères très mobiles. On évalue les propriétés des mobilités ou très mobiles à partir des résultats des essais d'absorption ou d'absorption. On va dire l'étude qui a le plus, l'étude prioritaire, on va dire, c'est la ligne directrice 106. C'est la méthode d'absorption-désorption selon une méthode d'équilibre successif. Et c'est une méthode qui est très intéressante parce qu'elle est applicable pour les substances, à la fois pour les substances non ionisables et ionisables. Et il permet également de tester toute une série de sols avec des caractéristiques différentes par rapport à la matière organique et par rapport à la granulométrie. On peut utiliser des autres informations comme les informations provenant des études de l'exhibition, des modélisations et de surveillance. Bien sûr, il faut que ces données soient appropriées, d'une fiabilité élevée pour l'évaluation de ces propriétés. Les mêmes raisonnements que pour les substances PVT et VPVV. Voici les schémas décisionnels pour identifier les substances comme PMT ou VPVM. Et puis, je voulais faire aussi un petit récapitulatif sur les bases des classifications pour les substances PVT, VPVB ou PMT, VPVM. Et on utilise l'approche des forces provantes sur un jugement d'experts, en prenant en compte toutes les informations disponibles, et on applique ce type d'approche quand les informations disponibles ne permettent pas de comparer directement par rapport aux critères. On donne un poids plus important aux études expérimentales,
parce qu'on peut les comparer directement aux critères. Et puis, les informations utilisées pour les évaluations PVT ou PMT se fondent sur des données obtenues dans des conditions pertinentes. Et cette définition des conditions pertinentes, il est clairement expliqué dans les guides CLP. Les critères pour PVT ou VPVV ne doivent pas nécessairement être remplis pour les mêmes compartiments environnementaux. C'est la même philosophie pour les PMT et VPVM. Et l'identification tient également compte des propriétés PVT, VPVV ou PMT, VPVM, des constituants, des additifs ou impuretés pertinents d'une substance quand il se trouve à plus de 0,1% et des produits de transformation ou de dégradation. Et pour que les critères PVT ou VPVV soient remplis, tous les critères respectifs doivent être remplis pour la même substance ou au moins un, mais toujours la même, constituant individuel, impureté, additif ou produits de dégradation, transformation, les cas échéants. C'est pareil pour les PMT ou VPVM. Et les classes des dangers s'appliquent à toutes les substances organiques, y compris organométalliques. En conclusion, l'introduction des nouvelles classes de danger nous a permet d'avoir une protection renforcée pour la santé humaine et l'environnement. Les guides CLP de l'ECA reflètent les dernières normes scientifiques pour l'identification et la classification des perturbateurs endocriniens et des substances PVT, et VPVV, PMT et VPVM. On utilise des approches fondées sur les poids et la preuve. La guide nous donne des critères adaptés pour appliquer ces approches et puis des orientations assez claires. Il faut savoir que, et ma collègue également, elle a mentionné, l'élaboration du guide CLP, c'est un exercice itératif et avec l'accumulation des expériences et également les cas traités au RAC, il y aura des mises à jour de ces guides. Et l'ECAF prévoit en 2025 toute une série de workshops sur les nouvelles classes de danger. Merci. Alors, merci beaucoup pour cet exposé très clair qui illustre peut-être pour celles et ceux qui sont moins familiers de l'exercice toutes les informations nécessaires à la classification de vos produits que vous utilisez au quotidien. Nous avons du temps pour des questions, donc profitez de la présence de nos experts de l'ANSES pour les poser si vous en avez. Mathieu Hauteville, Stago. J'ai une question sur le critère de mobilité. Est-ce qu'on a un peu une idée de la typologie des substances qui vont du coup remplir ce critère? Et est-ce qu'on a sinon réussi à faire un peu, par rapport à d'autres critères, un petit peu, je pense à d'autres coefficients de partage, faire un peu des analogies pour se dire, ben voilà, on aura un pool de substances, peut-être par rapport aux substances enregistrées, un pool de substances qui rempliront ces conditions-là. Je ne sais pas si j'ai bien compris à votre question, mais je sais qu'il a eu des études d'impact en fait, pour savoir combien de substances pourraient être identifiées en remplissant ces critères. Je n'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais peut-être Jérémy... C'était vraiment tout au départ, en fait. Quand les classes des dangers ont été proposées, la commission avait engagé une étude d'impact dans laquelle il avait quand même un nombre de substances qui pouvaient remplir ces critères. C'est vrai que c'était quand même des chiffres intéressants. Mais je n'ai pas vraiment les chiffres, malheureusement, en tête. Et sur la typologie de substances qui remplirait le critère, on arrive à... On avait un peu tout, en fait. Oui, on avait tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Oui. Oui, bonjour, Thomas Léopold, France Chimie. Je vous remercie pour ces présentations très détaillées, en effet. J'avais une question, moi, sur la catégorisation des perturbateurs endocriniens, et notamment par rapport à la catégorie 2, aux non classés.
Et par rapport aussi au fait que, comme vous le mentionniez, les exemples ont été retirés dans la version du guide final. L'industrie attendait évidemment ces guides, on regarde la technicité du sujet aussi pour pouvoir classer les substances et les mélanges en fonction. Il doit le faire dès à présent, sans attendre, pour être prêt pour les échéances qu'on a mentionnées. J'ai compris qu'effectivement, il y allait y avoir des initiatives pour que les discussions perdurent et qu'on puisse échanger sur des cas pratiques au niveau du RAC, etc. Je voulais savoir donc, voilà, comment est-ce qu'on pouvait faire pour, dès à présent, classer, choisir notre catégorie. Est-ce qu'il notamment, il y avait un moyen de discuter avec les autorités compétentes sur des cas qu'on pouvait faire remonter ou voilà, comment est-ce qu'on pouvait avancer ensemble sur ce sujet-là? Merci. Je suis un peu par rapport aux discussions, elle devait tenir, elle devait avoir lieu, je pense, au préalable avec toutes les étapes de commentaires et de discussion, que ce soit au Caracal. Maintenant, je vois pas, personnellement, je ne vois pas comment. Une discussion ne peut pas être prise au niveau national, et c'est pas parce qu'on aura une discussion. Oui, non, mais vous avez indiqué dans l'exposé que c'était un processus itératif qui allait s'améliorer avec l'expérience et aussi les retours du comité d'évaluation du risque. Mais je crois qu'il a été annoncé une série de workshops aussi dès l'année prochaine où il y aura la possibilité de présenter des études de cas pour vous aider aussi, je pense, à mieux prendre en compte ces différents critères. C'est vrai qu'on a aujourd'hui dans le paysage des substances concernées déjà, parce qu'elles sont déjà SVHC par exemple, quelques certitudes, mais pour les catégories 2, c'est moins le cas. S'il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, c'est parce que en fait, tout simplement, les experts qui ont contribué à la rédaction du guide n'arrivaient pas à s'entendre sur un exemple qui était assez exemplaire, comme son nom l'indique, de la situation catégorie 2, mais on voit bien qu'en réalité, ça va être un exercice qui se fera au fur et à mesure de l'expérience acquise à partir des données disponibles. Je ne sais pas si côté commission, vous souhaitez... Oui. Merci. Oui, pour la... Déjà, merci pour la question. On a choisi au niveau commission et au niveau de l'agence un moment d'avancer et de mettre en pause la discussion parce qu'il fallait être certain qu'on arrive à un équilibre entre le document guide apporte suffisamment d'éléments et le document guide arrive suffisamment tôt en amont de la date d'application pour qu'il soit utile pour l'industrie. Et que l'industrie ait du temps pour se retourner. Donc, voyant que les discussions n'arrivaient pas à un consensus facile, on a sanctuarisé, mais sans que ce soit gravé dans la pierre, les éléments qui pouvaient l'être. Donc, effectivement, c'est plutôt sur les catégories 1. Et pour le reste, on a cherché à mettre plus de détails et de granularité sur les éléments réglementaires sans pouvoir aller jusqu'à définir des exemples qui faisaient un peu cas d'école et consensus. Donc, il y a des travaux en cours dans les différents États membres pour soumettre des dossiers de classement harmonisé. Ça va participer à la discussion au niveau européen. ECHA a toujours son groupe d'experts sur les perturbateurs endocriniens, donc il y a une enceinte qui va poursuivre ses travaux en termes d'expertise et d'élaboration d'une expertise commune au niveau européen. Je pense que les industriels, vous avez accès éventuellement à vos autorités nationales ou au niveau via vos organisations européennes, également à cette expertise, à pouvoir rentrer en contact. Alors bien sûr, on ne va pas se positionner sur chaque dossier sur lequel il y aura des questions, mais pour apporter des réponses, des éléments de réponse qui soient un peu horizontaux, ça je pense que c'est toujours possible. Et effectivement, c'est pas parce que le document guide a été mis à jour et publié que les travaux s'arrêtent. Il y a toujours une activité
de formation, d'information via les conférences qui ont été annoncées. Et tout ce qui apparaît dans le champ visuel un peu perturbateur endocrinien va être stocké, collecté, agrégé, et à un moment, il y aura une révision d'eux. Mais il faut laisser du temps au temps. On a commencé en 2018 avec les critères PE sur les phytos et les biocides. REACH était un petit peu avant, mais je ne sais pas combien de PE ont été identifiés avant 2018 sous REACH. Mais vous voyez, on est 6 ans plus tard, et effectivement, là, on a un consensus sur les catégories 1. Les questions qu'on se posait avant, c'était est-ce que c'est un PE avéré ou pas? Et là, maintenant, on a introduit la deuxième question qui est est-ce que c'est un PE suspecté? Et cette question-là, c'est pas qu'on la découvre, mais on découvre son application et le principe de réalité est venu frapper à notre porte, et voilà, c'est un compromis. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. L'ANSES avait travaillé en 2021 sur une méthodologie d'identification des perturbateurs avec justement différents niveaux, différentes catégories. On parlait à l'époque d'avérés, présumés et suspectés. Est-ce que cette méthode est toujours d'actualité pour l'ANSES? Non, c'était une méthodologie fondée sur les licitations d'experts. Et de fait, maintenant, ce qui est suivi, c'est le document guide par l'ANSES. Voilà. Alors peut-être pour compléter aussi ce qui vient d'être dit, on voit aussi apparaître dans le paysage réglementaire de nouveaux tests. On peut citer en France, par exemple, la plateforme Paper, qui est une plateforme publique-privée qui vise à prévalider certaines méthodes au niveau de l'OCDE pour porter du coup de nouvelles méthodes, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères à satisfaire pour différentes modalités et qu'il y a tout un tas de substances pour lesquelles on n'a pas forcément ces données-là. Et donc, forcément aussi, avec ces nouvelles méthodes, on va avoir de nouvelles données et que ces nouvelles données vont permettre aussi de mieux comprendre comment satisfaire les critères du règlement CLP. On a encore du temps pour une question ou deux, donc n'hésitez pas, madame. Géraldine Meunier, PPA. J'ai une question sur les produits biocides et phyto. Vous avez travaillé avec l'ECA EFSA Guidance 2018 jusqu'à présent. Vous allez maintenant travailler en tant qu'expert toxicologue ou écotoxicologue avec la Guidance CLP ECA. Est-ce que, donc j'ai bien compris que les principes généraux étaient les mêmes et que beaucoup de choses avaient été reprises. Est-ce que vous avez noté, est-ce qu'il y a des différences dans l'interprétation des données, en fait, la question qui va derrière, c'est est-ce qu'une substance qui a été évaluée avec la Guidance 2018 et KFSA hier sera évaluée pareil avec la Guidance ECA aujourd'hui? A priori, je n'ai pas fait l'exercice, mais je pense que oui. Mais il y a une grande différence quand même, c'est que le guide ECA-EFSA visait également à définir s'il y avait des données supplémentaires à générer, et sous CLP, ce n'est pas un règlement qui demande la génération de données. Donc c'est vraiment une grande différence avec les différents scénarios qui étaient définis dans le guide EFSA-ECA, qui là ne sont pas là s'il faut renseigner plus l'activité ou l'adversité, tout ça. Après, sur l'interprétation des données, il reprend, enfin le guide CLP reprend beaucoup des principes qui étaient présents dans le guide EFSA-ECA. Il y a peut-être quelques nuances sur l'interprétation via la thyroïde, mais j'ai essayé de les identifier. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? N'hésitez pas, c'est le dernier moment. Même sur d'autres sujets. Oui, encore à nouveau. Merci. Pascal Pénit d'EDF. J'ai une question. Vous parliez des SVHC, donc celles qui ont été identifiées en tant que perturbatrices endocriniennes, environnement ou santé. Est-ce que du coup, on peut se baser sur la liste de ces SVHC pour en déduire la liste des substances qui vont être classées PE catégorie 1 ou pas? Alors, du coup, on l'avait présenté un petit peu ce matin. En effet, il est possible
que la quasi-totalité des SVHC aujourd'hui identifiés comme perturbateurs endocriniens pour la santé humaine ou l'environnement soient intégrés d'ici du coup 2026 dans l'annexe 6 du règlement CLP. On est sur une bascule, comme je l'avais expliqué, semi-automatique, puisqu'il faut quand même un acte délégué de la Commission pour procéder à cette inscription des substances SVHC dans l'annexe 6. Donc après, je ne sais pas ce que choisir. Catégorie 1. Ah oui, pardon, catégorie 1. Oui, bien sûr. Donc on est sur, on confirme, oui, c'est bien que des identifications catégorie 1. Je n'avais pas compris que c'était ça la question. Donc les critères correspondent, il a été considéré que les critères, et c'est la même chose d'ailleurs dans phytopharmaceutique et biocides, donc tous les perturbateurs aujourd'hui qu'on connaît, finalement au niveau réglementaire, seront basculés en catégorie 1 dans l'annexe 6, si la Commission fait bien le choix de les intégrer. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question au fond là-bas ? C'était pour la classification des produits PE. Est-ce qu'il y a des valeurs seuil spécifiques qui seront prévues pour certaines substances supérieures du coup aux valeurs générales théoriques que vous avez citées tout à l'heure ? Généralement, on fixe des valeurs spécifiques si elles sont inférieures à la valeur générique. Oui, voilà. Bon. Mais effectivement, si les données le permettent et si c'est justifié, dans ce cas-là, une valeur de concentration spécifique est établie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de remords sur ce qui s'est dit aujourd'hui, n'hésitez pas. On peut encore y répondre. Si ce n'est pas le cas, je vais remercier les intervenantes de cette dernière session et puis inviter Jérémy Pin de la Commission européenne à venir dire quelques mots en clôture de cette journée. Donc, bonsoir et merci tout d'abord de m'avoir invité pour cette journée qui était, de mon point de vue, très intéressante, tant sur la forme que sur le fond. J'espère qu'elle l'a été pour vous. Je vois pas mal de hochements de tête, donc c'est rassurant. Sur la forme, parce que j'ai pas eu écho d'autres initiatives de ce genre dans d'autres États membres. Alors après, je n'ai pas cherché de façon active à avoir confirmation, mais je trouve que cette réunion d'information ou cette conférence arrive à point nommé. Alors il y avait un petit peu de hasard ou de stress, savoir si le règlement serait publié à temps pour avoir la journée, parce que ça se planifie un peu avant. J'espère que vous avez pu mieux comprendre ce que l'on a fait. Et moi, de mon côté, ce que je vais rapporter à Bruxelles et partager avec mes collègues, notamment Sylvain Bintin, qui est mon homologue côté DG Environnement, parce que le règlement CLP est une compétence partagée entre la DG Industrie et la DG Environnement. C'est toutes les questions que vous avez posées, qui illustre soit le besoin d'avoir de la formation, de l'information, des lignes directrices qui répondent à vos questions, qui vous aident dans le travail quotidien qui est le vôtre, que ce soit côté industrie, côté autorité compétente. Et là, les zones d'ombre où vous avez posé des questions où je n'avais pas forcément la réponse de façon immédiate. Là où vous identifiez qu'il y a un besoin d'accompagnement, qu'il y a un besoin à court, moyen terme ou plus long terme de revenir sur certaines dispositions. Donc on a entendu parler des exigences en termes de typographie des étiquettes,
Il y a des choses sur lesquelles, par exemple sur les distributeurs, peut-être que le système informatique et les notifications au centre anti-poison, le système informatique est peut-être amélioré. Il y a des choses donc voilà, que je vais retirer de cette journée-là. Et après, sur le contenu, donc vous avez eu une vision quasi complète de ce qu'est en fait l'amélioration du CLP telle que la stratégie pour la chimie durable adoptée en octobre 2020 le prévoyait. Et je vais éclairer un petit peu dans 2-3 coins où il reste de l'ombre ce qui n'a pas été fait, ce qui est en cours d'être fait et ce qui n'apparaîtra pas parce que c'est de l'ordre infraréglementaire. Alors, je ne vais pas vous faire peur. Hein. On a vu une slide ce matin qui était extrêmement juste sur la complexité des dates d'entrée en vigueur et des dates d'application qui s'accumulaient, qui s'entrechevêtraient. Et je réalise encore plus ce soir que ce matin quand je suis arrivé qu'il y a un besoin d'accompagnement et d'illustration hyper simple, direct et facilement compréhensible pour les acteurs. Voilà, quand on est une TPE ou une PME qui n'a pas une équipe réglementaire capable de faire l'analyse de la réglementation. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et donc ça fait partie, vous avez entendu parler d'un certain nombre de lignes directrices. Ces lignes directrices, elles vont être accompagnées, on l'a évoqué dans la dernière session, de sessions de formation en ligne qui peuvent être soit participatives ou qui seront des enregistrements. L'ECA fait des très bons podcasts que je vous engage à écouter qui permettent aussi d'avoir une prédigestion de la réglementation et de mieux cerner les questions et les réponses que l'on peut avoir. Pour ce qui est donc des choses qui sont un petit peu en dehors de ce qu'on a échangé aujourd'hui, donc il y a déjà toute l'activité de meilleure communication et de meilleur partage de l'information que l'on a initiée au niveau européen. Donc ça passe par des choses que j'ai mentionnées au cours de la journée. ECA est en train de revisiter en très grande profondeur son système informatique de gestion des données, de partage des données, de mise à disposition de certaines données. Et donc ça va permettre d'avoir une plus grande fluidité des données et une réutilisation des données. On parlait ce matin de l'inventaire des notifications d'autoclassement. Donc nous, on attend beaucoup de choses là-dessus, notamment toujours vers les plus petites entreprises. La deuxième chose dont on n'a pas parlé parce que c'est en cours, mais à un autre niveau, c'est je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la stratégie sur les produits durables, sur la chimie durable, pardon, il n'y avait pas que les classes de danger perturbations endocriniennes, PBT, VPEB, PMT, VPVM, il y en avait d'autres. Et celles-là, en fait, elles sont déjà un peu préemptées dans le CLP. Il y a éventuellement besoin de les compléter. Mais le CLP, en fait, il n'est pas en lévitation en Europe, il est ancré au niveau international. Il est ancré dans le système général harmonisé de classement et d'étiquetage. Et donc, c'est des choses qui se discutent à Genève avec les pays tiers. Et donc là, on a des grosses négociations en cours pour certaines classes de danger pour lesquelles on a commencé le travail. Donc, nos collègues américains travaillent sur l'immunotoxicité, qui pourrait venir en fait compléter ce qui existe déjà sur la toxicité pour un organe cible. On travaillera dans le futur sur la neurotoxicité, qui est aussi quelque chose qui était dans la stratégie pour la chimie durable, avec un complément qui serait plutôt sur le neurodéveloppement, donc côté perfectionner peut-être la classe repro
toxicité pour la reproduction, tout en travaillant également sur une meilleure identification via la classe de danger organe cible. On a une discussion et qui a été abordée par Karen sur la toxicité pour les organismes terrestres. Et là, en fait, on a déjà discuté en 2012, je crois, au niveau international d'une classe de danger sur ces aspects-là. Et on a échoué à convaincre nos homologues au niveau international. Donc, on a jugé que l'on ne pouvait pas avancer au niveau européen de notre côté, qu'il fallait qu'on réinitialise la discussion au niveau international. Donc voilà. Et en parallèle, parce qu'on sait que comme l'Europe avance plus vite que le reste du monde, on cherche à convaincre nos partenaires que, effectivement, c'est une très bonne idée d'identifier les perturbateurs endocriniens. C'est une très bonne idée d'identifier et de classer les PBT, les VPEB, les PMT et les VPVM. Et que, comme ça, on a des règles pour les échanges internationaux de produits chimiques qui seraient harmonisées, qui protégeraient les gens, les utilisateurs, les consommateurs partout dans le monde. On a beaucoup de mal. Le message passe pas très bien. Donc, si jamais vous estimez à votre échelle que voilà, la situation au niveau européen est un challenge pour vous, mais en plus crée des difficultés pour les marchés que vous avez éventuellement en dehors de l'Europe, voilà, tout petit brin de paille peut venir nous aider à tresser la corde pour avancer et tirer tout ça vers l'avant et la meilleure protection de l'environnement et de la santé humaine. Sur les aspects donc un peu problématiques qui sont pour moi le gros problème et l'impact le plus important qui nous soit revenu en fin de négociation à l'accord politique et après autour de la publication de la révision du CLP, c'est le fait que voilà, les étiquettes ont des règles typographiques qui sont en fait qui constituent un challenge qui est un peu plus gros, en le disant avec une belle litote, qui est un peu plus gros que ce que l'on avait envisagé dans l'évaluation de l'impact. L'évaluation de l'impact, on avait déjà identifié comme un gros impact. Et cet impact, on le contrebalançait par une plus-value côté protection du travailleur, protection du consommateur. Et on avait réfléchi, en fait, si vous revenez à l'évaluation de l'impact, on l'avait réfléchi on vous donne plus de souplesse pour des étiquettes dépliantes, en contrepartie d'une meilleure lisibilité. Et le changement, en fait, c'est juste la réimpression des étiquettes, c'est éventuellement acheter à l'extérieur de la société des étiquettes dépliantes. Mais on n'avait pas évalué que l'impact, ça a impacté en fait quasiment la logistique interne de certaines entreprises. Alors, il faut qu'on soit aussi raisonnable. Il y a des impacts qui peuvent être acceptables. Quand on voit dans l'exemple un petit peu plus tôt que pour des substances ou des mélanges qui sont échangés au sein du marché intérieur dans 20 pays et que de 20 langues sur une étiquette, on en revient à 12, on peut estimer que voilà, ça reste, c'est pas un obstacle très fort à la libre circulation des produits chimiques sur le marché intérieur, mais lorsqu'on est sur une étiquette qui de 3 langues, et il y a certains États membres qui ont 3 langues officielles sur les étiquettes, on ne peut plus en mettre qu'une et demie. Là, on peut peut-être avoir un souci, et il faut qu'on arrive à produire une réponse qui soit complète. Parce que complète, ça veut dire aussi aller voir au-delà du CLP.
il y a la réglementation sectorielle, mais vous avez des discussions sur quel doit être le logo et la communication pour le tri des déchets d'emballage. Bien sûr, vous devez vous laisser de la place pour un code barre, pour le passer en caisse, etc. Donc, on a cette connaissance de cette difficulté. C'est des choses pour lesquelles on a quelques données. N'hésitez pas à nous faire passer le maximum de retours que vous ayez, peu importe que ce soit quel... Enfin, en français, c'est très bien. N'hésitez pas, il ne faut pas que la langue soit une barrière. Les plus proches de la réalité, que ce soit, ça viendra alimenter notre réflexion en interne. Je l'ai indiqué ce matin, le seuil pour revenir aussi proche d'un changement qui vient d'être adopté, publié, et qui n'est même pas encore mis en application, il est très haut. Je vais être franc avec vous, il est très haut. Parce qu'il y a une question politique, il y a une question de crédibilité, il y a une question de temporalité, parce que la commission, c'est une grosse machine qui prend du temps. Et donc, faut pas, si on décide à un moment de bouger, il faut qu'on trouve le bon équilibre pour qu'on n'oblige pas les sociétés à faire et défaire ce qu'ils ont déjà fait, parce que c'est double peine. Et qu'il n'y a pas besoin de ça dans le contexte actuel. Mais je sais pas répondre à la question ou à la demande d'un changement actuel, parce que voilà, je fais partie des services de la commission von der Leyen 2 et elle a 2 jours d'existence. Donc voilà, je tenais à vous remercier encore une fois, et notamment les organisateurs pour une journée très bien ficelée, complète. Et je vais terminer en vous disant de regarder aussi un peu ce qui existe à la marge du CLP autour sur les produits chimiques. Je sais que vous faites face à un panorama complexe. Mais par exemple, le schéma de la SDS n'a pas encore été mis à jour par rapport aux nouvelles classes de danger. Ça appartient à REACH. Le schéma de la SDS n'a pas encore été mis à jour vis-à-vis de comment on décrit une substance MOX quand on la classe par rapport à un constituant et non pas par rapport à des données sur la substance actuelle. Comment on fait passer cette information-là à l'utilisateur de la substance, parce qu'en fait, il classera son mélange par rapport à la concentration du constituant classé et non pas de la MOX classée. Donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles il faut qu'on continue à travailler. On continue à travailler là-dessus. Mais il y a aussi des liens du CLP très forts avec plein d'autres réglementations. Et je vais en lister quelques-unes, pas pour vous faire peur, mais pour que vous en ayez conscience et que vous sachiez que c'est des choses pour lesquelles il faut que vous les ayez dans votre paysage. Donc, bien sûr, il y a REACH, il y a toutes les réglementations sectorielles. Donc on peut parler des jouets, on peut parler des cosmétiques, etc. Mais on peut parler donc de l'éco-design qui vient d'être adopté. On peut parler de la taxonomie verte qui fait aussi une belle part pour les activités qui utilisent des produits chimiques au CLP. De façon moins directe, mais quand on est par exemple sur les matériaux critiques ou les matériaux stratégiques, tout ce qui est permis, émissions industrielles, etc. Le lien avec le CLP, c'est quelque chose qui est important. Donc, et tout ça, c'est un peu le concept qu'on a essayé de porter collectivement, les services de la Commission, pour les 5 dernières années, d'essayer d'améliorer la protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement, en essayant d'utiliser une approche coordonnée. Donc c'est une substance, une évaluation. Avec le CLP, le passage des nouvelles classes de danger, on a quasiment réussi à faire une substance, une identification des dangers. Et maintenant, il reste à éventuellement parfaire la suite avec une substance
une gestion du risque et du coup d'identifier quel est le meilleur levier pour gérer lorsqu'il y a besoin, lorsqu'il y a des préoccupations, des risques. Et donc ça passe pas forcément par, ça peut passer par REACH, mais ça peut passer par d'autres choses en fonction de la substance, comment elle est utilisée, etc. Ça peut être de la santé au travail, etc. Santé au travail, je n'ai pas listé dans toutes mes excuses, Pierre, notamment sur les dispositions CMR dans la santé au travail. Il y a des discussions pour les étendre aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, une journée bien touffue en termes de contenu, avec voilà, peut-être un besoin de suite, parce que la réglementation évolue tout le temps. J'espère que pour le futur, une fois qu'on aura tous et toutes digéré toutes ces deadlines qui s'accumulent jusqu'à 2027 à peu près, on pourra avoir une pause réglementaire, à l'exception peut-être des ATP annuels pour la classif harmonisée, parce que ça fait partie de la routine. Mais voilà, on a bien conscience aussi de notre côté, et sachez que voilà, dans mon unité, des collègues travaillent sur le volet plutôt accompagnement de l'industrie pour s'adapter et faire de ces très gros challenges une opportunité. Je vous remercie. Non, merci beaucoup Jérémy, et merci de ne pas avoir oublié la santé et sécurité au travail, qui est effectivement important aussi. Il me reste juste maintenant à vous remercier toutes et tous pour votre participation active avec vos questions, y compris à distance. Je sais qu'il y a eu quelques soucis techniques, mais j'ai vu que le fil de discussion était très riche, donc on va prendre tout ça en compte. On mettra à disposition probablement sur le site du Service national d'assistance réglementaire la vidéo de cette journée et les diaporamas, parce que je crois qu'il y a quelques diapositives qui ne sont pas passées correctement dans la journée. Je voudrais remercier tous les participants aussi à l'organisation de cette journée, vous qui êtes intervenus aussi pour enrichir le débat, et puis donc le Service national d'assistance réglementaire de l'INERIS qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation. Donc merci à tous et rentrez bien chez vous. Merci.